Salut! Alors aujourd'hui, on commence une série qui sera consacrée à l'Empire du Mali, qui a raconté plusieurs grands noms tels que Mansa Moussa, qui est connu comme l'homme le plus riche ayant jamais existé, ou encore l'homme dont on va parler dans cet épisode. Le premier épisode de cette série, raconté par des griots, parle d'un enfant infirme qui, au fil des difficultés, finira par devenir roi et réunir les royaumes du Mandé afin de combattre l'envahisseur. À la fin d'une bataille ardue, il fonde l'Empire du Mali, un empire qui naît dans les années 1235 pour s'éteindre dans les années 1460. Alors, notre histoire prend place au XIIe siècle dans le royaume du Manding, alors gouverné par le roi Nari Manga. Un jour, il reçoit la visite mystérieuse d'un chasseur de vin. À l'aide de coquillages, c'est-à-dire des coris, il annonce au griot du roi la naissance prochaine d'un fils, fruit de l'union prochaine du roi avec une femme bossue, laide et affreuse, qui doit venir de l'Est en compagnie de deux chasseurs. Selon la légende, il lui dit « Cette femme, roi, tu dois l'épouser, car elle sera la mère de celui qui rendra le nom du Manding éternel à jamais. » Cependant, le roi était déjà marié à une femme nommée Sassouma Bérété et ils avaient déjà un fils nommé Dankaran qui était normalement l'héritier du trône. Du coup, si un autre fils devient celui destiné à être le roi, la première épouse, elle est forcément pas très contente. 2 ans plus tard, le début de la prophétie se réalise. 2 frères chasseurs venant d'un pays voisin apportent avec eux une femme. Et on épargne les détails, ce qui doit être fait est fait. Elle tombe enceinte et on raconte que pendant l'accouchement, il y avait à l'extérieur la plus grande tempête que le Mandé a connue. Une tempête qui a tout de suite cessé à la naissance de l'enfant. Cependant, quand il naît, l'enfant n'est pas très encourageant quant à son avenir. Il a une grosse tête, de gros yeux, en gros il est vilain et en plus de ça, il est infirme, il ne peut pas marcher. À sa naissance, l'enfant est nommé Djata. Mais vu qu'il est infirme, on lui rajoute le nom de sa mère. Parce que dans la tradition mandingue, lorsqu'un enfant naît avec une caractéristique peu ordinaire, un seul œil, 3 jambes, ou dans ce cas le fait qu'il ne puisse pas marcher, on lui rajoute le nom de sa mère. Djata devient alors Sogolon Djata, et le diminutif de Sogolon Djata donne ce qu'on connaît tous, Sunjata. Perso, je serais un peu plus allé sur Sogota ou quelque chose du genre, mais c'est pas le sujet. Alors, pendant les premières années de sa vie, Sunjata rampe au sol, supportant difficilement le poids de ses jambes mortes avec un morceau de bois pour l'aider. Cela lui vaudra les moqueries et les brimades de ses frères. À la mort du roi en 1218, malgré sa volonté d'établir Sunjata comme successeur, suivant la prédiction du devin, c'est son demi-frère, Dankaran Toumani, qui prend le pouvoir, accompagné bien sûr de sa mère, la première épouse. Sunjata et sa mère sont alors chassés du palais et sont obligés de vivre dans une vieille case à l'arrière de celui-ci. Ils se nourrissent généralement de restes de table et sont sujets à de multiples brimades. Un jour, alors que Sunjata a 7 ans, sa mère s'en va demander des feuilles de baobab à Sassouma. Cependant, elle est humiliée en raison de son fils infirme, ce qui provoque sa colère. Celle-ci exprime toute son amertume à ce fils de malheur qui est la cause de tant de déceptions. Ayant été témoin de la scène, Sunjata décide qu'il en a marre d'être un poids pour sa mère et décide qu'il va marcher. Il est bien décidé à marcher. Il reçoit du forgeron une barre de fer et, utilisant toutes ses forces, réussit à se mettre debout et à marcher. Accomplissant alors son premier exploit, il arrache du sol un baobab et le porte à sa mère. Alors je ne doute bien évidemment pas de la force de Sunjata à 7 ans et de la véracité de cette histoire, mais la seule question que je me pose c'est comment est-ce qu'il a fait pour attraper le baobab. Un baobab c'est un arbre qui en plus d'être très grand est assez large et je me demande quelle envergure il faudrait pour réussir à enlacer un baobab afin de le soulever. Mais on ne va pas débattre, c'est les légendes. Alors, à partir de ce moment, Sunjata devient un peu comme un héros. Il est admiré et il enchaîne les exploits jusqu'à l'âge de 10 ans. Cependant, le harcèlement du roi en place et de sa mère s'intensifiait de plus en plus, poussant Sunjata à partir en exil dans un royaume, le royaume de Mema du roi Moussa Tankara, après avoir erré pendant 7 ans. Peu de temps après, un roi voisin, Soumoro Kanté, le roi du Soso, aussi connu sous le nom de roi sorcier et maître du feu, attaque le Manding et cause la fuite du roi d'Ankara. Soumoro était connu comme un roi puissant et cruel qui gardait les têtes des rois qu'il avait vaincus
et faisaient des sandales avec leur peau. Lorsque finalement Sumaoro conquiert le Mandé, il épouse de force la sœur de Sundiata, Nana Triban. Et c'est une information assez importante, vous allez comprendre pourquoi. Peu de temps après l'invasion, les habitants du Manding viennent chercher Sundiata afin de lui restituer le trône et de les aider à se débarrasser de l'envahisseur. Finalement, quand il y a des envahisseurs, on vient chercher le souleveur de Baobab. Mais ok, de son côté, les marabouts du roi Sumaoro lui font une prédiction inquiétante. En effet, ils lui prédisent que la personne qui le vaincra viendra du Mali. Cette prédiction concordait avec l'élan de popularité que Sundiata gagnait auprès des peuples du Manding, ce qui poussa Sumaoro à vouloir la mort de Sundiata. Afin de se préparer à la guerre qui approche, Sundiata s'initie au tir à l'arc et à la mitridatisation, c'est-à-dire à se rendre résistant au poison. Aussi, il fait en sorte de rallier les tribus alentours, usant de diplomatie, mais surtout de leur haine commune pour Sumaoro. Cependant, malgré tous ces entraînements herculéens, il manquait à Sundiata quelque chose. Le secret afin d'abattre Sumaoro Kante. Parce que rappelez-vous, Sumaoro est un roi sorcier. Il use de magie noire. Il est résistant aux coupures, au feu, aux fétiches et au poison. Et au final, c'est sa sœur que Sumaoro avait épousée de force qui finira par obtenir ce secret, sûrement au travers de quelques petits arrangements. Seule une flèche portant un ergot de coq blanc réussira à tuer le roi du Soso. Plusieurs batailles ont eu lieu avec des fois la défaite de Sundiata et d'autres fois la défaite de Sumaoro. Mais la plus marquante de ces batailles fut la bataille de Kirina. À ce moment-là, Sundiata avait avec lui 10 000 cavaliers avec plus de 100 000 fantassins pour réaliser la bataille qui fera de lui une légende. So, you want to return your father? Don't talk about my father! Where is he? What? Where is he? Jada, do you see him? You as loose as your warriors. Wait now! Make it end!
Congratulations! Great, the left and right, left, right. We can go now, Jata! Jata, it's okay? No, the great Mogumo is invincible. Alors, on est pratiquement à la fin de cette histoire. Après la bataille, Sundiata arrive à réunir les 12 royaumes aux alentours afin de former ce qui sera connu plus tard comme l'Empire du Mali. Il sera intronisé Mansa, a.k.a. le roi des rois, à seulement 18 ans. Alors dites-vous bien, à 18 ans, Sundiata était déjà roi. Nous, à 18 ans, pour la majorité, on n'avait même pas le permis. Aussi, au cours de son couronnement, la confrérie des chasseurs du Mandé proclame la charte du Mandé, ce qui abolit l'esclavage. Ceci est considéré par nombre d'historiens comme l'une des premières déclarations des droits de l'homme. Durant son règne, il reprend la capitale du Ghana, développe le commerce et l'exploitation d'or et installe l'islam comme religion. Ceci rendra l'empire extrêmement riche, vu que les nouvelles frontières créées comprenaient des territoires avec différentes mines d'or. Concernant la mort de Sundiata Keita, il y a deux versions prédominantes. La première, qui nous est rapportée par Djibril Tamsir Niane, dit que Sundiata s'est noyé dans une rivière, ce qui est assez pitoyable comme mort, disons-le. Et celle rapportée par Wa Kamisoko nous dit que Sundiata meurt de vieillesse dans son palais, ce qui est assez bien, pas mal. Ensuite, on a une troisième version qui est beaucoup moins populaire, mais qui dit que Sundiata a été abattu par une flèche qui a été tirée par un archer Peul qui était aveugle. Alors, j'espère que c'est pas la vraie version parce que naître infirme, subir des brimades, utiliser un bâton en fer pour réussir à se lever à ses 7 ans, soulever un baobab, former un empire à 18 ans pour finir tué par un archer aveugle, je préférais encore la rivière. Alors, ceci marque la fin de cet épisode. Dans le prochain épisode, on verra le développement de l'Empire du Mali, nouvellement fondé, et l'arrivée de Mansa Moussa. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voudriez suivre la suite, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, mais surtout à mettre des recommandations afin que nous puissions améliorer les épisodes.